Le professeur entame une présentation sur les progrès récents des neurosciences, se montrant humblement incertain de mériter l'éloge reçu. Il envisage un débat sur l'importance du savoir scientifique pour la société. Il présente la relation entre le cerveau et la personne humaine, abordant les bases génétiques et la conscience. Il termine en discutant de la vie sociale. Puis, il analyse une peinture de Charles de la Fosse pour illustrer les relations interpersonnelles, définissant la personne comme un individu conscient, rationnel et responsable. Il invite à explorer le programme de recherche sur la personne capable. Ensuite, il détaille la complexité du cerveau, composé de milliards de cellules nerveuses interconnectées. Il met en lumière l'importance des synapses dans la transmission des signaux. Il est mis en avant que les cellules nerveuses ne sont pas en continuité, ce qui crée des problèmes de communication dans le réseau neuronal. Lorsque les cellules nerveuses entrent en contact au niveau des synapses, un signal chimique prend le relais du signal électrique. La transmission chimique est illustrée par l'exemple des neurotransmetteurs qui contrôlent l'activité cérébrale. L'anesthésie est également présentée comme un exemple d'intervention chimique agissant sur le cerveau. Le cerveau est décrit comme une machine électrique et chimique complexe, capable d'une activité spontanée. Enfin, l'évolution génétique et le rôle de l'interaction avec le monde extérieur dans la construction du cerveau humain sont abordés. L'évolution des espèces et la dynamique de la pensée sont influencées par différents niveaux de variabilité et de sélection, depuis les gènes jusqu'à la culture et la société. Cette évolution se traduit par des réactions rapides dans le cerveau, suivies de processus plus lents liés à la culture et à la mémoire collective. Il existe un modèle de darwinisme généralisé par variation et sélection à chaque niveau, y compris dans le fonctionnement du cerveau. L'impact des gènes sur l'intelligence est nuancé, car malgré des similitudes génomiques entre la souris et l'homme, des différences substantielles existent dans l'organisation du cerveau. Des mutations génétiques peuvent affecter la taille du cerveau, mais d'autres facteurs interviennent également dans les différences cérébrales entre les espèces. L'évolution du cerveau de l'Australopithèque à l'homme s'accompagne de divers changements géniques, incluant la duplication de gènes. Une génétique modeste des gènes a permis la complexification du cerveau humain, avec des caractéristiques communes à toutes les ethnies. Cette évolution implique des mécanismes d'expression génique au développement, notamment dans la région du cortex cérébral. Malgré un nombre similaire de gènes entre l'homme et la souris, des différences majeures dans leur expression entraînent des dispositions innées propres au nouveau-né humain, telles que la reconnaissance du visage humain. L'évolution du génome humain et ses conséquences sur le cerveau sont encore mal comprises, mais montrent une certaine universalité propre à l'espèce humaine. Le développement cérébral humain s'étale sur une longue période, caractérisée par un accroissement de la taille et de la complexité du cerveau. Ce processus de construction progressive du cerveau est une caractéristique essentielle de notre nature humaine encore à explorer. Le développement postnatal de l'être humain dure environ 15 ans jusqu'à la puberté, période durant laquelle le cerveau se construit. Au fil de l'évolution, l'Homo sapiens a été sélectionné pour avoir un cerveau plus performant. L'établissement des connexions cérébrales se fait en plusieurs étapes, incluant la croissance, l'exubérance transitoire des connexions, et la sélection des connexions stabilisées. Ce processus, appelé la stabilisation sélective des synapses, est influencé par l'activité du système nerveux en développement et son interaction avec le monde extérieur. Des données expérimentales soutiennent l'idée qu'il y a une élimination des synapses pendant le développement, notamment lors d'un apprentissage. En dépit des traits génétiques universels du cerveau humain, il existe une variabilité individuelle importante, influencée par la sélection durant le développement. Cette variabilité peut conduire à des configurations cérébrales différentes, même pour des fonctions similaires. L'interaction avec l'environnement joue un rôle clé dans cette variabilité synaptique, démontrant l'impact de l'empreinte du monde extérieur sur le cerveau humain. L'écriture, invention récente de l'humanité il y a environ 30 000 ans, a permis le développement de circuits spécialisés dans le cerveau humain. Des études ont montré des différences significatives dans les cortex préfrontaux et occipitaux entre les individus illettrés et ceux qui ont appris à lire et écrire. L'apprentissage de l'écriture et de la lecture entraîne une réorganisation de la connectivité cérébrale.
Ces processus sont influencés par l'expérience culturelle et les interactions sociales, et peuvent être altérés par des maladies telles que la schizophrénie et la dyslexie. Il est essentiel de comprendre la neurobiologie pour une meilleure prise en charge des enfants pendant leur éducation et pour traiter d'éventuels troubles précocement. Le développement du cerveau et de la personnalité humaine est influencé de manière épigénétique par l'environnement physique, social et culturel, et laisse une empreinte culturelle peu réversible. Les étapes de développement jouent un rôle clé dans la construction de notre cerveau, de notre tempérament et de nos relations interpersonnelles, ainsi que dans l'apprentissage des émotions chez les adultes et les enfants. Dans le cadre de la recherche sur la modulation moléculaire des neurones, l'activité spontanée du cerveau est étudiée, se manifestant par des impulsions électriques. Cette activité est influencée par des systèmes de récompense qui interviennent dans les émotions et la sélection des représentations mentales. Ces récompenses favorisent le choix entre différentes représentations, guidant les actions vers des stimuli extérieurs. L'idée est que ces récompenses contribuent aux décisions prises par l'organisme et à la construction de représentations mentales. Les traces neuronales de ces représentations varient d'un individu à l'autre, reflétant des processus génétiques et épigénétiques. Les représentations perçues et imaginées mobilisent des topologies neuronales différentes, formant une diversité de représentations mentales. Ces mécanismes influencent la communication sociale et l'accès à la conscience, soulignant l'importance de clarifier les ambiguïtés pour une meilleure compréhension et communication. Le texte aborde la notion de conscience en mettant en avant l'alternance de représentations dans le cerveau. Il met en avant l'idée que la conscience est un phénomène naturel et biologique, localisé dans le cerveau. Il met l'accent sur les bases neuronales de la conscience, soulignant l'importance des réseaux de connexion à longue distance entre différentes parties du cerveau. L'évolution de la connectivité cérébrale chez l'homme est également mise en avant pour expliquer le développement de l'espace de travail neuronal conscient. Le texte souligne également le rôle des processus automatiques et non conscients dans le fonctionnement du cerveau, tout en mettant en avant l'importance de l'activité spontanée de l'espace conscient pour retranscrire l'expérience subjective du sujet. En conclusion, il évoque une approche neuroscientifique de la conscience, mettant en lumière la distinction entre le conscient et l'inconscient. Lors d'une expérience, des mots sont présentés de manière séparée par des masques géométriques, influençant le cerveau de manière consciente et non consciente. Le cortex préfrontal joue un rôle majeur dans la distinction entre ces deux niveaux de conscience. Des études en neurosciences ont démontré la dynamique d'activation cérébrale liée à la perception consciente, notamment au niveau temporel et préfrontal. Des pathologies, telles que le syndrome de Capgras, altèrent la représentation de soi et d'autrui. Il existe des altérations de la conscience de soi qui peuvent conduire à des comportements anormaux. Les recherches actuelles en neurosciences visent à une compréhension approfondie de la conscience individuelle et de l'identité personnelle. Enfin, les interactions sociales et la perception de soi par autrui sont des éléments clés dans la construction de notre propre identité. L'attribution des états mentaux d'autrui est une capacité fondamentale qui permet de se mettre à la place de l'autre, sans nécessairement partager ses émotions. Cette capacité a des bases neuronales, notamment illustrées par des expériences montrant des similitudes cérébrales entre celui qui ressent la douleur et celui qui l'observe. Cependant, ces mécanismes d'inhibition de la violence existent naturellement pour empêcher la souffrance d'autrui, mais peuvent être altérés chez les sociopathes, menant à une incapacité à inhiber la violence envers autrui. Ces altérations impliquent des régions cérébrales comme le cortex préfrontal et le système limbique. Cette réflexion soulève des questions éthiques et invite à considérer des règles de conduite éthique pour prévenir les conflits entre nos représentations mentales de l'autre et nos propres actions. Il est suggéré que la normativité éthique pourrait être soutenue par des mécanismes neuronaux, influencés par l'éducation et l'expérience, afin d'établir des règles universelles de conduite pour le bien-être commun. Le concept de responsabilité des individus, basé sur les valeurs et les relations sociales, est influencé par des facteurs innés, épigénétiques et sociaux. Les sociopathes posent un défi juridique en termes de responsabilité, notamment en ce qui concerne la sécurité publique. Le diagnostic des troubles mentaux chez les criminels soulève des questions sur leur responsabilité légale. La neurologie peut jouer un rôle dans l'évaluation de la responsabilité, mais cela reste un sujet complexe.
La prise en charge des toxicomanes et des criminels nécessite une approche individualisée. La société doit donc trouver un équilibre entre punition et traitement pour assurer la justice. Enfin, la question de la conscience et de la perception globale dans le cerveau reste un mystère à explorer. L'email mentionne le processus d'accès à la conscience en neurobiologie, expliquant les étapes de l'activation cérébrale impliquée. La question du déterminisme dans le comportement humain est ensuite abordée, soulignant que les activités cérébrales influencent nos états mentaux, tout en reconnaissant une certaine liberté humaine due à la variabilité neuronale. Enfin, une réflexion est faite sur l'éthique du travail du chercheur et ses éventuelles répercussions, notamment en lien avec la manipulation des individus pour des desseins politiques. Le chercheur est interpellé sur son rôle dans l'utilisation des connaissances sur le cerveau dans des contextes tels que le neuromarketing. L'amorçage inconscient peut influencer les décisions en raison de signaux subliminaux, bien que leur utilisation soit interdite dans la publicité. L'exploitation maximale des capacités cérébrales n'est pas souhaitable car cela pourrait causer des crises. Il est préférable d'avoir un cerveau réactif et capable d'anticiper. La relation entre employeur et employé peut être affectée par la pression psychologique, qui peut être motivante ou traumatisante. L'adaptation du cerveau à l'environnement de travail est cruciale pour le bien-être des individus et la performance dans l'entreprise. Dans ce discours, le conférencier évoque le défi pour les employés de s'adapter à de nouvelles conditions de travail, soulignant la complexité de la plasticité cérébrale et la nécessité de temps pour assimiler de nouveaux savoirs. Il aborde également le concept de connectivité neuronale et la capacité limitée du cerveau à traiter l'information, soulignant que chaque individu a des limites de mémoire et de conscience. Enfin, il mentionne la possibilité de réadaptation et de réacquisition des connaissances, expliquant que la plasticité cérébrale joue un rôle essentiel dans ces processus, tout en soulignant l'importance pour les chefs d'entreprise de tenir compte des capacités cognitives de leurs employés. Le discours prononcé par le professeur Changeux lors d'une cérémonie de remise de titres honorifiques d'université évoque l'importance de l'acquisition du langage et de la lecture dans le développement du cerveau. Il souligne l'impact crucial de la lecture sur les connaissances et le comportement des enfants. Le doyen de la faculté présente également le professeur Changeux comme un exemple de collègue idéal, mêlant excellence en recherche, qualité pédagogique et préoccupation éthique. Il rappelle aux étudiants que l'éthique doit être au cœur de leurs décisions futures en tant que manager. Le discours se termine par la remise du titre honorifique au professeur Changeux, marquant ainsi la reconnaissance de son travail et de sa contribution à l'université. L'interlocuteur propose d'offrir un stylo pour permettre de continuer à écrire, ce geste est apprécié et touche beaucoup.